Cet épisode a une distance de 10 km à un pace de 8 minutes 10. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. La semaine passée, par temps perdu, je scrollais Facebook. Je suis sur différents groupes de courses. On voit passer souvent des questions, puis les coureurs posent des questions, puis t'as d'autres coureurs qui vont répondre. De temps en temps, ça me titille d'aller répondre, puis je me suis dit, hey, pourquoi qu'on prendrait pas toutes ces questions-là qu'on voit passer sur les groupes Facebook, puis on faisait pas un épisode avec ça? Avant d'entrer dans ces questions-là, salut Coach Bill. Salut Coach Isaac, comment tu vas? Ça va bien? J'ai la question pour toi. Est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Celle que je veux vous conter, c'est que j'avais prévu d'aller courir sur mon heure de dîner. Et puis, réunion qui s'étire, mais beaucoup, là, qui fait que j'ai plus le temps d'y aller. J'étais un peu... j'étais déçu, puis ça m'a joué dans la tête. Je me disais, j'ai pas le temps demain non plus, etc. Puis finalement, je me suis fait du temps le soir. Fait que j'ai reporté mon heure de dîner au soir. Je suis sorti. Ça fait longtemps que j'avais pas couru de soir, puis qu'il fait noir. Là, la noirceur commence à tomber. Fait que c'est vraiment différent. C'est une vibe vraiment, vraiment différente. Et en plus, quand je suis sorti dehors, j'ai juste eu le temps de partir ma montre, le temps qu'elle lock le GPS, puis il s'est mis à mouiller. J'ai fait comme, OK, ça va être ça. Mais c'est toujours le coup d'être mouillé, hein, parce qu'après ça, moi j'aime ça, les courses de pluie. Mais sur le début, Fait que faisait noir avec de la pluie. Puis finalement, c'était méditatif. C'était vraiment cool. J'ai fait une belle sortie. Puis ça l'a racheté mon dîner, finalement. Là, que j'étais content. C'est bon, ça, reporter son heure de dîner le soir. Tu devais avoir faim. J'avais faim. J'avais très faim. Oui, t'as raison, le petit rush psychologique de sortir à la pluie, mais une fois que c'est fait, vraiment, on est bien. Puis toi, tu courais cette semaine? Oui, j'ai couru. J'ai fait ma dernière sortie en préparation de mon demi-marathon. Elle m'a joué dans la tête, cette sortie-là. J'ai dit, je vais faire une petite sortie tranquille. Finalement, c'est comme si ça courait plus vite que ce que je voulais. Puis, probablement que j'étais fatiguée. Mais à un moment donné, ma montre, elle m'a dit -3. -3 quoi? J'ai pas saisi encore totalement. C'est comme ma condition physique. Oui, c'est comme ta condition physique que les Garmin vont évaluer après quelques minutes que tu cours. Là. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, quand ton cœur est stabilisé, parce que quand on part, toi, t'es un modèle, là, tu fais ton warm-up puis tout avant avec tes exercices, mais la moyenne des coureurs font pas tant ça. Fait que notre cœur part plutôt bas. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand mon cœur, à un moment donné, se stabilise à une fréquence plus stable, qui fait du sens pour le rythme où je vais, là, elle va me donner une évaluation de ma condition, ma forme. Okay. Mais tu vois, ça m'arrive d'être dans le négatif, mais je suis toujours dans le positif. Fait que je me dis, je peux pas jour après jour être mieux. Mais je sais pas si c'est la même chose parce que ça s'est arrivé, mettons, au défi de la tortue. Je venais d'avoir ma montre, fait que là, ça faisait +3, +4, +5, +3, puis ça l'arrêtait pas tout le long de la journée parce que là, j'imagine qu'elle me montait une condition physique. Mais c'était la première fois depuis ça. Fait qu'il y a pas eu d'avertissement de plus ou de moins. J'améliorais pas ma condition, mais elle diminuait pas non plus, c'était comme stable. Mais en fait, je pense que c'était mon VO2 max qui est estimé par ma montre. Puis là, j'ai eu un -3. Bref, ça allait pas bien. Fait que tu sais, une course de préparation pour ton demi-marathon qui se passe vraiment pas bien. Puis j'étais pas bien non plus physiquement. Pour vrai, j'avais hâte qu'elle se termine, j'avais les jambes lourdes, j'étais bien trop essoufflée. Ma montre qui me dit que ça allait pas bien en plus, je me suis dit, j'aurais dû rester assis sur mon divan cette journée-là. Mais je me suis dit que j'allais pas m'arrêter à ça, puis j'allais en profiter justement pour me reposer cette semaine. Fait que je me suis dit, j'étais supposée d'en faire une de plus. Puis, clairement, je l'ai pas faite. Puis, j'avais pas l'intention de la faire. Je me suis dit, mon corps est en train de me dire qu'il faut que je récupère. Puis là, je suis sur le point d'aller réaliser mon demi-marathon. Puis là, je me sens vraiment en forme. D'après moi, elle va me redonner mon +3. +4, +5, d'après moi. Ah oui. J'y compte bien. Avant de commencer à regarder nos questions, je voulais conter une petite anecdote. Je vends mes anciennes montres, en fait. Et puis, j'ai Maxime qui m'écrit sur Marketplace. Il me demande, ta montre, elle se plug avec Strava? Fait que là, j'ai dit non. Il dit, OK, merci. Puis là,
comme 24 heures plus tard, je dis, hey, j'en ai une autre montre, par exemple, à synchronise avec Strava. Il dit, ouais, c'est pour mon fils, c'est un ado, il en a déjà une. Je dis, OK, mais tu sais, pourquoi ça fait pas, tu sais, à synchronise avec Strava? Il dit, ouais, tu sais, c'est un ado, ben, c'est ça. Fait que, il dit, moi, j'ai une Garmin, puis là, il dit, je suis pas prête à payer 400-500 pièces pour mon ado et une montre. Fait que ça reste comme ça. Il se passe 2-3 jours, puis là, j'allume, je dis, hey, j'ai mon ami qui en a une à vendre. J'étais supposée de l'acheter, finalement, je m'en suis acheté une autre. Fait que là, je réécris au gars, je dis, hey, excuse-moi, tu sais, j'ai de l'air quasiment harcelante. La fille, c'est elle qui vend, mais je cours après pour vendre la montre de mon ami, tu sais. Fait que je dis, mon ami en a une, Garmin, puis en tout cas, hey, yo, ça serait moins cher. J'essaie de vous mettre en contact, tout ça. Puis 24 heures après, il m'envoie une photo de son fils Zachary avec la montre. Il est vraiment content. Fait que j'ai réussi à y trouver une montre. Puis en même temps, on a parlé. J'ai dit, OK, ben tu sais, j'ai vu qu'il courait. Puis clairement, il courait avec son fils. Fait que je trouvais ça le fun. Fait que j'ai dit, OK, tu cours, ça fait si longtemps. Fait qu'il me raconte un peu son parcours. Puis il se préparait pour une plus longue sortie. Puis il est arrivé plusieurs événements pendant l'année en cours. Fait qu'il était pas totalement prêt. Mais j'ai trouvé ça super inspirant comme histoire parce que son partenaire de course, c'est son fils. Il vit ça avec lui. Il est en train de découvrir la course. Il connaissait pas le podcast. Fait que j'y ai plugué, évidemment, le podcast. J'ai réécouté ça, écouté des épisodes. Puis, en tout cas, ça a été inattendu comme rencontre, comme connexion. Puis j'avais dit, ben écoute, Maxime, si ça te dérange pas, je vais parler de toi sur le podcast, ton histoire qui est inspirante avec ton fils. Fait que salut Maxime, salut Zachary, j'espère que vous allez avoir des bonnes courses. Très cool, ça. Et moi aussi, j'ai quelqu'un à saluer. C'est Martine de la Maison de la Course à Mont-Saint-Hilaire. Hier, on est allé là. On voulait aller dans une boutique spécialisée. Pas déçu, vraiment pas déçu. Quand on est arrivé dans le stationnement, on avait un petit... pas un doute, là, mais on espère qu'on va tomber sur quelqu'un qui va pouvoir nous conseiller, qui connaît ça. Puis sincèrement, là, on a été servi. Martine était solidement sur la coche. En plus d'être vraiment sympathique, elle connaissait vraiment bien ses produits. Elle nous a fait essayer des dizaines de paires, je dirais, là. Puis elle savait où qu'elle s'en allait, là. Ah ouais. Elle a dit, bon, on va commencer par une, puis après ça, on va se diriger quelque part, puis clairement, là, hey, pauvre, elle était souvent dans le backstore, Ouais. chercher du stock. Ouais. Ouais. Moi, je n'essayais à un moment donné, puis là, elle me regardait. Un autre, hein? Ouais, un autre. Ouais. Fait qu'elle m'en a amené quand même plusieurs. On était partis tous les deux avec un peu un objectif d'essayer des souliers avec des plaques de carbone. Pour le fun. Pour dire, on va essayer ça. Parce que ça a beau être peut-être plus pertinent pour des élites, mais ça donne un petit kick quand même cool. Puis moi, je voulais l'essayer. On a fini chacun avec une paire. Dans le fond, toi, t'as pris les New Balance Fuel Cell Supercom Pro, qui sont vraiment beaux. J'étais jaloux parce qu'il n'y avait pas ma grandeur chez les hommes. Puis moi, j'ai pris les Saucony Endorphin Elite, qui sont la version... Il y a une version Speed, je ne me trompe pas, qui était une plaque de nylon. La Elite est avec la plaque de carbone. Mais j'ai essayé une couple, là. J'ai hésité beaucoup. Il y avait les Oka. Première fois que j'essayais des Oka, qui avaient, eux, une plaque de carbone aussi. Puis j'ai essayé les Nike Vaporfly, particuliers comme souliers. Pour vrai, là, ça avait aucun rapport avec les autres. C'est un soulier qui est très, très, très réactif, mais je me voyais pas faire une longue distance là-dedans. J'aurais fait un petit 5 km à fond, là, mais je ne paierais pas ce prix-là pour juste faire des petits 5. Mais juste pour ceux qui connaissent un peu moins les souliers, là, je peux faire un petit aparté. On a déjà fait un épisode, moi et Coach Frank, sur choisir ses souliers. Mais essentiellement, là, pour ceux qui l'ont pas écouté, au niveau des souliers, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs valeurs. Là. On va parler de drop, on va parler de hauteur de semelle, on va parler de plein de choses comme ça, en plus de la grandeur et de la largeur. Mais mettons qu'on parle de technologie, là, ce qui se développe énormément, c'est des mousses, des gommes qui sont beaucoup plus réactives, qui vont faire un retour d'énergie. Puis ces gommes-là, généralement, vont être plus performantes à plus haute vitesse. Parce que si tu es trop lent, on va dire ça comme ça, mais tu vas pas chercher le potentiel de la gomme, puis ça donne plus un effet d'instabilité. Pour la première fois que j'ai mis mes souliers comme ça, je marchais avec, je disais non, ça marchera pas. Là. C'est mou de chaque bord, je vais me verser une cheville. Là. Je filais vraiment pas. Puis une fois à la course, une fois qu'ils sont sous pression, la gomme réagit vraiment, vraiment différemment. On dirait qu'elle durcit, ou du moins, elle donne vraiment un bon retour de force. Puis c'est hallucinant. Fait que les compagnies ont investi énormément dans les gommes, mais à ça, on peut ajouter des lamelles ou des plaques de nylon de carbone. La plaque de nylon, évidemment, est beaucoup moins chère, mais elle donne quand même un peu le même genre de kick. Là. Mais une plaque de carbone, c'est comme
next level. Mais je trouve ça le fun parce que Martine, justement, l'a nommé une couple de fois. Parce que je parlais, OK, ça, c'est-tu avec une plaque de carbone? Ou, tu sais, ça, c'est-tu la plaque de nylon? Puis elle disait, ben, en fait, c'est la gomme aussi. C'est la technologie ensemble. Donc, c'est pas juste de s'acheter des souliers avec une plaque de carbone. C'est que la compagnie a pensé à jumeler telle gomme avec telle plaque, même qu'elle a nommé avec tel drop. Donc, il y a une réflexion derrière la drop, la gomme, la plaque ou pas de plaque. Qui va offrir plus ou moins d'efficacité. Dans le fond, la plaque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est très rigide. Fait que c'est sûr que c'est un feeling un peu différent. Puis une fois qu'il y a une force d'appliquer dessus, mais encore une fois, quand elle déplie, elle nous propulse vers l'avant. Puis écoute, on courait juste sur à peu près 20 mètres dans le magasin, puis déjà, on a un effet de vitesse, là. Ouais. C'est vraiment, ça pousse ces souliers-là, là. Puis dans l'épisode avec Maxime, Dr. Kin, ce qui nous a amené comme idée, c'est la gravité qui fait que quand ton pied se dépose par terre, va venir plier la plaque. Fait que c'est là où tu gagnes de l'énergie finalement, parce que c'est pas nécessairement une énergie que toi t'appliques, mais c'est l'énergie de la gravité qui vient plier la plaque puis qui te donne un retour. Fait que ça demande c'est pour ça qu'on dit que ça demande une certaine vitesse, une certaine puissance déjà, sinon tu vas pas pouvoir aller chercher l'effet escompté de la plaque de carbone. Effectivement. Puis c'était dans la réflexion aussi, tu sais, étant donné que, bon, j'ai le pace que j'ai, qui est comme peut-être pas le pace suffisant pour avoir, trouver une efficacité au niveau de la plaque de carbone, sauf que l'intérêt serait de m'entraîner en intervalle, donc d'être capable d'avoir le petit kick de plus pour aller chercher cette puissance-là en intervalle, puis finalement réussir à développer, parce qu'on a parlé avec Dr. Kin, avec Maxime, il fallait que je sois plus économe ou plus efficace dans mon patron de course. Fait que je pense que ça va me donner le petit kick qui me manque pour développer cette efficacité-là à la course. Mais si je veux augmenter ma vitesse, ma foulée va être différente, ma foulée va être plus longue, donc je vais développer les compétences musculaires pour accéder à ce pace-là, finalement. Effectivement. Puis comme tu dis, c'est ce qui fait ta vitesse, c'est ton nombre de pas fois la longueur du pas. Fait que c'est ta longueur de foulée fois ta cadence. Effectivement, on va essayer de pas trop jouer sa cadence. C'est ça. T'sais, on va essayer de plus de... On peut l'augmenter un peu. Moi, quand je fais un événement, je vais faire un 5 km à fond, là, je vais monter un peu. Là. Je vais être plus proche de 190, 192 pas minutes, par exemple. Là, mais normalement, je vais être pas mal à 180. C'est sûr que je vais l'augmenter quand même un peu, mais c'est clairement la longueur de foulée qui fait toute la différence. Là. Elle allonge significativement. Mais ouais, c'est ça. La longueur de foulée, mais tu sais, ta longueur de foulée, vas-tu être plus longue parce que tu t'es propulsé plus intensément ou parce que ton enjambée est plus grande? Je te dirais que c'est probablement un peu des deux. Oui. Puis c'est là le danger un peu de faire du overstriding, d'aller chercher comme trop loin en avant, puis de modifier ta foulée, puis quelqu'un qui a une belle attaque, mettons mi-pied avant-pied, pourrait se mettre à attaquer talon parce qu'il pousse son pied tellement loin en avant pour aller essayer de chercher de la vitesse que c'est là que justement ta foulée est totalement différente, puis là tu frappes sur des structures qui sont pas habituées. Fait que ça fait une différence. Fait que idéalement, c'est de garder la même appui. Fait que d'aller au max de la longueur de foulée que tu peux, mais sans changer ton appui-pied en avant. Donc, avoir une plus grande puissance. Ouais. D'où la plaque de carbone. Qu'est-ce qui pourrait aider justement à avoir un petit peu plus de puissance, à allonger la foulée? C'est le fun. On va explorer ça. Ouais. Ce qui nous amène à nos questions. On tombe là-dedans? On tombe là-dedans. En as-tu une pour commencer ça? Est-ce trop tard de courir 3 km à mon âge? Ce qui est super intéressant après l'épisode qui vient tout juste de sortir avec Étienne. Qu'est-ce que tu réponds? Non. Ben non. Ben non. Il n'est jamais trop tard. Oui, c'est ce qu'Étienne disait, hein. T'as toujours du bénéfice à courir ou du moins à te mettre en action, à bouger. Il n'est jamais trop tard. La seule chose, c'est que, j'allais dire, il faut le faire plus graduel puis plus prudent, mais tout le monde devrait le faire graduel et prudent. C'était ça un peu notre constat. Fait que c'est la même affaire. Il n'y a pas tant de différence. Moi, je vous lance une hypothèse, mais tu sais, cette personne-là, si elle se pose la question, est-ce que je peux courir 3 km, c'est qu'elle a envie de courir 3 km, elle sent qu'elle est capable de courir 3 km. Mon hypothèse est que quelqu'un lui a dit, ben voyons, il est bien trop tard pour commencer à courir. Quelqu'un a mis ça dans la tête. Je sais pas, une hypothèse. Moi, si j'en ai une question pour toi. Ici, on a Valérie qui dit « Hey les filles, je cours depuis le début de l'été. J'adore ça. J'aimerais continuer malgré le froid qui arrive. Comment vous êtes vêtus l'hiver? Où achetez-vous vos kits de course? Je suis perdu. » Tu portes quoi l'hiver, toi? Ben, ça, c'est une question qui revient quelquefois j'ai vu cette semaine.
comment on s'habille l'hiver? Ben, premièrement, puis ça, c'est toi qui me l'as appris. Tu regardes la température, tu fais plus 10 degrés Celsius. Fait que s'il fait 7, tu considères qu'il fait 17. Comment tu t'habillerais pour aller juste exister dehors à 17 degrés? Si tu t'habilles de cette façon-là. Fait que ça va être frisquet pour commencer. En fait, si tu sors dehors puis que tu es déjà bien, il va clairement faire trop chaud quand tu vas commencer à courir. Il faut vraiment avoir un petit frisson. Puis en plus, l'hiver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup s'habiller en couche. Finalement, pour répondre à Valérie, à court terme, c'est juste d'ajouter un gilet ou 2 gilets. Tu peux ajouter un gilet à manches longues par-dessus ton t-shirt. Tu peux tout simplement transiter au gilet à manches longues. Il y en a qui sont des tissus qui sont des fois un petit peu plus épais. Avant de passer après ça aux couches de base en laine de mérino. Puis là, dans ça, il y a plusieurs grades. Il y a des, tu sais, si je vais dans du haut de gamme, là, style Icebreaker, qui sont quasiment 100% laine, ou du Salomon, qui vont être aussi dans ces du 80-85. Puis souvent, ça va être des gilets qui vont coûter 150-200. Là. C'est des gilets qui sont assez onéreux. Mais là, je m'en allais. Moi, je suis pas vraiment pas du genre à payer ce prix-là pour des chandails, là. Mais tu vois, moi, mon go-to, là, c'est la marque Paradox qui se vend au Costco. Ça coûte à peu près 14$ Ben, du c'est gilet. ça. Par contre, ils ont 11% de laine dedans. C'est un pourcentage qui est beaucoup plus faible. Cependant, c'est suffisant pour la course parce qu'on génère tellement de chaleur. C'est pas comme si tu te dis, je m'en vais faire, je sais pas, on va dire du skidoo, là. T'es assis, puis faut pas que tu gèles. Ou t'es en ski, là, en ski. tu vas refroidir dans le télésiège, là, puis là, tu te mets à grelotter, puis ouais. Exact. Alors qu'en course, tu es en action, puis tu Exact. bouges, tu génères la chaleur. Le chandail en laine, en fort pourcentage de laine, pour moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Du moins pour la moyenne des gens, à moins que vous soyez vraiment frileux. Mais un chandail pas mal moins cher, mais avec de la laine dedans, va être très suffisant, puis il va être pas mal moins cher. Je pense que l'avantage, justement, d'y aller progressif, d'avoir commencé l'été puis de continuer l'automne, puis là, les températures baissent tranquillement pas vite. Là, tu te dis, bon, ben, OK, il faisait 10 aujourd'hui, j'ai eu un peu froid. La prochaine fois, tu sais, tu peux te prendre des notes aussi. Là, il faisait 10. Fait que je me suis habillée de telle façon. La prochaine fois, ben, c'était pas suffisant. À place d'avoir un t-shirt, je vais mettre deux chandails à manches longues ou peu importe. Puis, justement, hier, avec Martine, j'ai regardé les manteaux, puis c'est fou. Puis tu sais, je comprends aux gens de se poser la question parce que j'ai passé quasiment 45 minutes à hésiter entre deux manteaux. Il y en avait un qui était un petit peu doublé, l'autre qui l'était pas du tout, qui était plutôt un coupe-vent. Finalement, j'ai tranché pour le coupe-vent. Je me suis dit, je vais juste mettre plus de couches. Puis la journée où il fera moins 25, ben à la limite, je rajouterai des hoodies ou un manteau juste standard. Mais j'ai réécouté un épisode, ça fait pas longtemps, mais je me rappelle pas c'est dans quel épisode que Frank qui disait ça, où que il allait courir avec un athlète, puis lui il courait genre en jogging avec un coton ouaté avec sa tuque orange. Puis au final, il dit, j'ai trouvé ça full confortable de courir juste avec un hoodie. Ça peut être suffisant là quand on part courir comme ça. Justement, notre chaleur reste constante du début à la fin, puis même si on est humide, on refroidit pas. Fait que juste d'y aller de façon confortable, ça va être le best, mais il faut que je l'essaie, aller courir avec un hoodie. Puis une tuque orange. Oui, on dit tout le temps, pas de coton, c'est mortel, tu vas geler, mais il n'y a rien comme l'essayer, là. Ben, effectivement. Mais les bas. Ah. Ouais, ça, hein? Ouais, ça, mais je vais être à la même place. Moi qui gèle des pieds à rien. Ouais. Les bas, même chose. Laine de mérino, c'est magique, là. C'est magique parce que si tu mets le pied dans un trou d'eau avec de la laine comme ça saisit sur le coup, mais ça réchauffe, puis après ça, tu gardes ta chaleur même si le pied est mouillé, ça fait toute une différence. Puis j'ai été des années à courir avec ça, avec des bas en laine de mérino de plusieurs épaisseurs. Mais t'es arrivé des fois de mettre 2 paires de bas là, pour aller courir. Ouais. Fait que même chose, on peut le faire en couche au niveau des pieds aussi. Par contre, depuis 3 ans, j'ai transité à des souliers en Gore-Tex qui, ouais, c'est 75-100$, c'est à peu près de plus qu'un soulier sans Gore-Tex. Hein. Calcule à peu près, là, mettons 100$ de plus pour la paire. Fait que c'est assez dispendieux, mais moi, ça a été un game changer. Là. Maintenant, je mets mes bas d'été, mes petits bas d'été, je les mets l'hiver dans ces souliers-là parce que ça conserve vraiment la chaleur, ça laisse pas passer le vent, puis ça évacue l'humidité surtout. Ouais. C'est comme si c'était une membrane one-way qui laisse sortir l'humidité, mais qui laisse pas rentrer l'eau. Par contre, si tu piles d'un trou d'eau comme faut, puis l'eau rentre par-dessus, par le trou de la cheville, ben là
Là, tu restes le pied mouillé. Tu restes le pied trempe. Ben, quoi qu'avec un soulier normal aussi, tu vas rester le pied trempe. Fait que... 100%. Mais c'est vrai que le vent qui passe au travers des souliers, ça peut être vraiment tannant puis inconfortable. Puis j'ai envie de dire, pour l'habillement, si on va justement dans des températures super froides, là, un -25, puis il vente, moi, c'est là-dessus que j'ai investi, en fait. C'est pas nécessairement, c'est ça, sur la qualité de mon chandail de laine, là. Mais je vais y aller avec, j'avais acheté un masque genre doublé avec une forme pour mon nez puis ma bouche. Fait que j'ai pas le bof qui me rentre dans la bouche pour respirer. Ça va venir garder... dans le fond, l'air est moins froid quand il pénètre dans mes poumons. Après ça, justement, une tuque que je vais descendre jusqu'au-dessus de mes yeux. On voit juste mes yeux. Puis à la limite, quand il vente ou quand il neige, je vais mettre des lunettes de ski. Comme ça, j'ai pas la neige dans les yeux. Puis le vent aussi, c'est vraiment agressant. Après ça, des mitaines. Je vais dire coupe-vent, là, mais imperméable, parce que si je sens passer l'air à travers mes gants, je me gèle les doigts. Je peux pas mettre des gants, en fait, ça va être des mitaines, sinon je viens les doigts gelés. Puis les cuisses, même chose. Donc, je vais mettre 2 paires de pantalons, parce que sinon, je viens les cuisses vraiment gelées, là. Je viens avec des engelures. Ouais, exactement. Puis mes pantalons sont coupe-vent. Fait que j'ai une paire de leggings doublés, plus un pantalon coupe-vent. Puis c'est ce qui me permet de courir l'hiver. Moi, tu vois, au niveau du bas, c'est la même chose. C'est des leggings. J'en ai comme 3 épaisseurs, là. J'en ai un qui c'est un nylon, là, très mince. J'en ai un autre avec une petite doublure mini polar. Puis j'en ai c'est des craft haut de gamme, là. Ça, c'est vraiment des pantalons de ski de fond. Hey, c'est chaud, là. Mais tu sais, je sors à -30 avec ça, puis je reviens mouillé, là, tellement j'ai chaud, là. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment... Eux autres, je les sors pas souvent, là. Puis, je vais jouer en plus avec une couche de base en mérino. La même chose, une petite couche de base en mérino à 10-12% de laine. Que, ben, au début, je commence l'hiver avec mes leggings. À un moment donné, je vais mettre un legging plus chaud. Je vais remettre mon legging moins chaud, mais avec une couche de base. Fait que je joue avec mes couches comme ça. En début d'année, c'est toujours un peu de l'essai-erreur. Parce que même si je l'ai fait l'année d'avant, on dirait que j'oublie, là, à telle température, qu'est-ce que je mets. Mais tu sais, c'est moins long d'année en année de se réajuster. Et puis, tu as parlé des mitaines. Moi aussi, ça a été un gros game changer parce que j'osais pas les mitaines. Puis, je gelais des doigts avec des gants, là. Mais les mitaines, c'est fou, là. J'ai des bonnes mitaines au clair, très doublées. Puis, j'ai tendance à geler des doigts. Puis, j'ai plus froid aux doigts. Je suis vraiment bien avec ça. Puis, les lunettes de ski, même chose. Ça peut être gênant, là. Tu vois, on a l'air un peu débile. Hey, c'est tellement T'es tout seul à être dans la rue, anyway. Tout le monde reste enfermé. Ouais. Ah, dans une tempête, c'est confortable, ben là. Oui. Ouais, puis ça embue pas parce que c'est fait pour ça, pour évacuer justement la chaleur. Fait que non, c'est hot, ça. Puis personne te reconnaît. T'as tous les yeux cachés, fait que c'est pas grave. C'est pour vrai, tu dis les mitaines, mais c'est comme la dernière chose que je vais enlever au printemps. Fait que je vais être genre aller courir justement avec un chandail à manches longues, mais je vais avoir encore mes grosses mitaines. Comme ça, je gèle pas des doigts, puis j'ai moins l'impression d'avoir froid. Puis je suis capable d'avoir quelque chose de plus léger au niveau du tronc, puis la sensation d'évacuer plus la chaleur. Hey, on avait long à dire. Crème sur l'habillement. Mais hein? Puis on a juste parlé de l'habillement d'hiver, t'imagines-tu? Salut tout le monde. Par curiosité, ceux qui courent le marathon, vous vous habillez comment? Le matin, il va faire froid, puis vers la fin, il va déjà faire plus chaud. Fait que c'est quand même... C'est pas fou comme question, là. Non, c'est pas fou. Puis c'est vrai que souvent, les marathons vont partir tôt. Il y en a, je pense, à Ottawa qui part à 7 heures. Puis les gens vont finir on va finir à 11h midi à peu près, là. Midi et demi. Fait que c'est clairement pas la même chaleur. En plus, là, je parle d'Ottawa. Ottawa est réputé pour être très chaud. Oui, clairement, c'est pas la même température au départ qu'à l'arrivée. Mais là, on est à l'automne. Puis, tu sais, ce matin, je sais pas quelle température. Je pense qu'il faisait comme 7, 8. C'est sûr que la course, ça va finir, puis il va faire comme 17. 17, oui, c'est ça. Là. Il y a... Ben, c'est sûr que marathon, si vous partez très, très, très léger, c'est une chose, mais si vous partez avec un sac d'hydratation, il y a moyen d'avoir une couche qu'on enlève en chemin. Oui, puis qu'on laisse sur le bord du chemin. Aussi, mais tu peux le mettre dans ton sac, là. Oui. Mais toi, tu drops ça à terre. Ben, en fait, c'était marqué, justement, courriel qui envoie avant que tous les vêtements qui vont être laissés sur le bord du chemin vont être ramassés puis donner à des œuvres de charité. Fait que les personnes vont choisir un vieux hoodie ou vont aller justement au pire dans une friperie pogner quelque chose d'un peu chaud parce que on part pas tout de suite, on n'arrive pas sur la ligne de départ puis on décolle, là. On peut attendre longtemps. C'est ça, c'est pas en sortant de l'auto, puis même si tu vas faire ton warm-up tout seul avant, faire un petit tour dans les rues adjacentes, ben effectivement, tu as comme un temps où t'es froid, t'attends, t'es sur la ligne de départ, t'attends. Ouais. Mais bon point à vérifier si les événements où vous allez font ça aussi. Là, celui que tu parles, c'est les petits trains du Nord. Oui.
Mais je sais pas s'il y a plusieurs événements qui ont cette pratique-là, mais ouais, j'avoue que ça, c'est cool. Sinon, il y a moi, j'ai déjà utilisé des manchettes. Oui, Je effectivement. portais un t-shirt avec des manchettes. Mm. Puis ça, je les enlevais à un moment donné, un peu plus tard, là, quand j'avais plus chaud. Puis je les attachais tout simplement après ma ceinture. Là. Ou tu peux t'inviter un supporter à qui tu vas donner ton chandail. Ouais, ça, c'est bon. Ça, ou des gens qui t'encouragent. Ouais, oui, supporters qui sont Oui, sur c'est le parcours, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, ça, c'est une très bonne idée. Puis sinon, dans un parcours où justement les vêtements seront pas ramassés, ben tu peux peut-être le cacher puis espérer le retrouver à la fin de ta course. Mais moi, ce que je dirais, c'est habille-toi quand même chaudement pour être confortable parce qu'en plus, c'est un peu stressant, il y a une petite nervosité. Ça peut être vraiment désagréable d'avoir froid. Petite envie de pipi à cause du stress puis du froid, tu peux provoquer ça. Ça part mal ta course, me semble, quand t'es gelé, tu grelottes. C'est très drôle, hein, parce que moi, j'allais donner exactement le conseil inverse. Dans le doute, si t'as pas de place à dropper ton stock, pars plus léger, parce que de toute manière, tu vas avoir chaud, ça sera pas long. Gérez-vous, aimez-vous mieux le confort sur la ligne de départ ou avoir moins chaud tout le long? Ben là, Ouais, les deux se peuvent. Effectivement. Mais le bof aussi peut être utile, tu sais, peux te le mettre dans le cou, tu peux te le mettre sur la tête, si t'as froid aux oreilles. Puis ça se range bien dans le sac d'hydratation ou ça se rentre dans la ceinture. Ou tu te l'entoures autour du poignet. Puis t'essuies la sueur une fois que t'es rendu t'as chaud. Comme des poignets de tennis, là. Oui, c'est ça. Prochaine question. Si on a Anne-Julie qui dit « Au secours, j'ai mon 10 km samedi et voilà que mes 2 enfants m'ont partagé leur vilain rhume. Est-ce que vous avez des trucs pour vous en sortir? » Je voulais faire... J'avais un temps en tête, puis finalement, mon objectif n'est que de le terminer. Qu'est-ce que tu dis, Anne-Julie? Là, c'était combien de temps avant sa course? Elle dit c'est samedi. Ouais, mettons c'était le mardi. Fait qu'elle avait comme 5-6 jours. Ben, premièrement, moi, ce que je dirais, si tu avais des sorties de prévues à faire d'ici ton événement, je les fais pas. On se repose, on dort le plus possible, on mange bien, on dort bien. C'est toujours les recommandations avant une course, là, mais pour essayer de replacer ton système immunitaire, que ton virus se passe le mieux possible. Étonnamment, à moins qu'on ait une grippe, là, puis vraiment qu'au niveau respiratoire, on ait des restrictions, un gros essoufflement, des fréquences cardiaques qui augmentent, un rhume va être tannant. Tu sais, on va avoir une certaine enflure au niveau des sinus, petite douleur au niveau de la gorge, mais du moment où on va commencer à courir, il va se créer une vasodilatation, puis on va avoir l'impression d'être moins congestionné. On va moins sentir la sensation d'irritation au niveau de la gorge. C'est vraiment plus au niveau respiratoire. S'il y a vraiment des inconforts au niveau respiratoire, surtout que la température c'était frais, peut-être justement avoir un buff pour pouvoir avoir moins l'impact de l'air frais sur la respiration. Après ça, s'il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de contre-indication à aller courir. S'il y a de la fièvre, ben c'est pas vraiment recommandé. Puis d'ailleurs, j'étais allée consulter justement pour une sinusite, puis j'ai demandé au médecin, bon ben, là, je voulais des antibiotiques parce que là, clairement, les sinus débloquaient pas. Puis j'ai dit, j'ai un événement dans X nombre de jours, semaines, est-ce qu'il y a une contre-indication? Puis elle dit, pas du tout. Tu sais. Ton corps lutte contre quelque chose, mais si tu te sens capable de le faire, au pire, ça va être juste moins évident, moins confortable. Tu seras peut-être pas dans les meilleures conditions pour faire ta course, mais il n'y avait pas de contre-indication. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Effectivement, comme tu dis, s'il y a de la fièvre, ça, c'est un non, là. C'est ton corps a déjà investi déjà toutes ses énergies à se battre. Tu ne vas pas lui mettre une taxe supplémentaire. Repos, repos, repos. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je dirais aussi, c'est, je l'amènerais à réévaluer à quel point tu y tiens à cet événement-là. Si tu vas le faire dans le déplaisir, juste pour dire, j'ai payé mon dossard. En tout cas, moi, je suis pas tant d'accord avec ça. T'es peut-être mieux de dire, je vais en prendre un autre, puis c'est tout. C'est pas grave. Tant qu'à aller faire une course de marde, puis de l'haïr de toute manière, puis d'être déçu de ton temps, des fois, t'es peut-être mieux de la sauter. Ou, à la limite, si c'est la vibe d'événement qui te tente, puis t'as des amis, vas-y, va les encourager, puis ça sera juste une autre fois. C'est dur à faire, mais des fois, ça procure plus de plaisir que de la faire pour la faire, puis de juste souffrir. Là. Mon autre truc, c'est tu y vas à fond, tu pousses en débile, puis là, tu vas avoir tellement mal ailleurs que tu penseras pas à ton rhume. Un peu moins sage, mais ça se fait.
Mais tu sais, je reviens avec ce que tu disais. Si l'enjeu, c'était l'argent, tu dis, je l'ai payé, ça a coûté cher. Mais de toute façon, tu récupéreras pas ton argent parce que tu fais ta course. OK, tu vas avoir l'impression d'en avoir eu pour ton argent. Mais comme tu dis, si ça devient comme le seul facteur, puis que c'est super déplaisant l'affaire, je pense que t'es aussi bien au pire. En plus d'avoir dépensé, t'es aussi bien de rester confortable chez toi, là. Ou avec tes amis, juste à encourager. Puis, tu sais, ça se replanifie une course, là, tu sais. Je fais un petit coucou à Annie qui s'est fait une fracture 1 mois avant le demi-marathon. Ça fait 2 ans qu'elle se prépare pour faire un demi-marathon. Puis, il arrive comme tout le temps quelque chose. Ben, c'est ça. On lui a promis qu'on allait courir un demi-marathon prochainement après qu'elle soit revenue de sa blessure. Elle va le faire, son demi-marathon. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi, trouve-toi quelque chum, puis planifie ta course. Ouais, ton propre événement. Je te relance avec une autre. Ici, on a Florine qui dit « Coucou, vous courez avec une ceinture ou un sac d'hydratation pour 8 km? J'ai l'impression d'avoir l'air cocon avec mon sac d'hydratation juste pour 8 kilos, puis ça me stresse. » J'aime la réponse à Bianca qui dit « On se fout de ce que les autres pensent. » Pas mal, d'accord. Effectivement. Mais je peux comprendre l'enjeu. 8 km, on est comme entre deux de partir, pas de sac, aucune gourde d'hydratation. Puis avec... Moi, je pars avec mon sac d'hydratation. Je pars pour un 4 km, je mets mon sac d'hydratation. Je pourrais ne pas, mais ça fait tellement longtemps que je cours avec parce qu'on faisait beaucoup plus de longues distances, là. J'ai l'habitude de courir avec. On dirait que je me sens tout nu quand je l'ai pas, puis je veux maintenir cette sensation-là puis cette charge-là sur mes épaules quand je cours parce que je vais courir mes plus longues distances avec. Toi, tu cours avec pas de sac d'hydratation. Ouais, moi, c'est rare que je le mets, mon sac. Puis les fois que j'ai mis mon sac, finalement, c'était plus pour l'aspect veste, pour pouvoir mettre mon téléphone. Ou quand je coachais, ça, c'est vraiment, vraiment pratique, ma veste, parce que, justement, j'avais mon téléphone, j'avais ma trousse de premiers soins dans la poche arrière. Je traînais des fois des petites bidules. J'avais mon sifflet, par exemple, quand on faisait de l'intervalle avec des grands groupes. Fait qu'il était très utilitaire, mon sac. Pour de l'eau, plutôt rare. Puis dans les événements maintenant, ce que je fais, c'est que je prends toutes les ravitaux, je prends de l'eau, j'arrête, je marche le temps de mon ravito. Et oui, je marche pendant ma course et elle compte quand même. Et puis, fait que j'arrête, je prends quelques pas juste le temps, ça prend 4, 5, 6 pas juste le temps de prendre ma gorgée, puis je repars. Fait que je profite plus de ça. Dans mes longues, par exemple, c'est sûr que là, si je suis en autonomie, je vais m'amener de l'eau. Et puis, moi, je suis très, très clairement plus veste, par exemple. Puis veste avec des gourdes à l'avant. Ça, c'est vraiment ma préférence. Il y a veste avec la poche d'eau en arrière, puis le tube. Puis il y a les ceintures qu'on attache à la taille avec les petits pods. Moi, les ceintures, je déteste ça. Ça m'irrite, ça frotte en arrière au niveau du coccyx, puis j'ai pas de plaisir. Puis c'est des bouteilles d'eau rigides, généralement, qui font floc à floc. Si je déteste ça. Ça m'énerve, là. Fait que ma veste, déjà, est plus près du corps, plus ajusté. Ça bouge moins. Puis les petites poches en avant, là, j'aime bien ça. C'est des poches qui sont souples, fait que je peux vider l'air dedans. Même chose, hein? C'est pour ça que ça, je le répète, on l'a déjà dit dans un autre épisode, mais ceux qui savent pas, la poche d'eau en arrière, vider votre air avant de partir, ça fait toute la différence du monde. C'est simple, tu prends ta poche, tu as rempli d'eau, tu la mets à l'envers pour que la paille soit en haut, tu siphonnes toute l'air, puis après ça, tu la mets dans ton sac. Fait que ça fait pas de bruit, parce que là, elle est comme un peu sous vide, ta poche d'eau, versus que s'il y a de l'air dedans, mais là, c'est ça. Ça fait floc à floc à floc tout le long. En plus de faire du bruit, moi, ça me gosse moi. Ça peut gosser les autres autour. Puis en plus, ça bouge. Ça fait vraiment un déplacement d'eau dans le dos qui bouge. Puis moi, je trouve pas ça agréable, là. Pour vrai, tu sais, je pars tout le temps avec mon sac d'hydratation, même, mettons, juste pour un 3-4 km. Puis si j'ai de l'air encore dans mon sac, c'est sûr que je m'arrête. Puis je vide l'air. Je ferai pas mon 3 km avec une poche d'air dans mon sac d'eau. Mais, tu sais, la question, c'était, est-ce que je pars avec une ceinture ou avec un sac? J'ai quasiment envie de dire, c'est rare qu'on prend un et l'autre. Moi aussi, j'ai que mon sac d'hydratation. J'ai pas de ceinture à la taille. Je suis pas habituée de courir avec une ceinture à la taille. J'ai l'impression que je pourrais pas nécessairement me blesser, mais je pourrais vraiment passer un sale moment si je pars courir avec quelque chose avec quoi je suis pas habitué. Fait que si t'es habitué de courir avec les deux, ben vas-y de préférence. Mais en même temps, je lis cette question-là, puis c'est comme s'il y avait une gradation, comme si c'était acceptable pour 3, 4, 5 d'avoir une ceinture, puis que
À 10, t'as le droit d'avoir une veste, là. Mais tu l'as dit, mets ça avec quoi t'es bien. Puis l'autre chose, c'est que, comme tu dis, Bianca, qui dit on s'en fout de ce que les autres pensent. Les autres le savent pas, là, que t'es en train de courir 8 C'est km. ça, j'allais dire. Ils savent pas combien t'es rendu. Même tu courais 1. C'est ça. Personne le sait, là. Ils te voient courir, point. J'y vais avec cette question-là. Question métatarsalgie. Depuis quelques semaines, j'ai cette douleur à l'extérieur de mon pied au niveau de la première jointure du petit orteil. Croyez-vous que c'est une question de mauvaise technique, mauvais soulier? Des pistes à me suggérer. Métatarsalgie, juste pour tout le monde, en gros, les tarses sont les grands os du pied, à peu près au centre, là, dans le fond, entre la cheville et les orteils, finalement. Là. C'est toute cette portion-là. Moi aussi, j'avais cette douleur-là. Ah ouais? Puis t'as fait quoi? C'était à l'époque où j'avais mal à ma sacro-iliaque. Et puis, à un moment donné, j'ai comme eu l'impression que c'était une douleur référée. Ce que je faisais, c'est que j'ai commencé à vraiment m'échauffer. Je courais pendant 1 kilomètre avec des petits intervalles, course-marche. Après ça, après mon premier kilomètre, je m'arrêtais complètement. Je me mettais sur le pied sur le trottoir, là, les orteils dans les airs, comme pour étirer mon mollet. Mais mais tu sais, je massais le dessous de mon pied sur le côté, justement, sur le coin du trottoir pour enlever cette douleur-là. Puis après ça, je pouvais partir pour ma distance, peu importe, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis j'étais correcte, la douleur ne revenait pas. J'ai pas changé mes souliers. Ça faisait pas de différence. Et j'ai essayé de changer avant de réaliser que peut-être que ça partait d'une douleur un peu plus haute, j'ai essayé de mettre plus de bas, moins de bas, lousser mes souliers, m'étirer plus avant de partir. Mais clairement, ça partait d'une douleur un peu plus haute. Dans mon cas, à moi. C'est important que tu le dises parce qu'effectivement, il n'y a pas de solution unique, là. Non, c'est problème, là. Mais c'est pas rare, ça, qu'on a une douleur qui, je veux dire, loin dans la chaîne, là, au bout du pied, puis qui provient de quelque chose au niveau mollet, cheville, hanche, genou, qui peut venir de vraiment plus loin, puis on peut traiter ce qui fait mal, mais t'es pas en train de régler la cause. Hein. C'est ça. Ouais, effectivement, bon point. Faudrait déjà éliminer, c'est sûr, on veut éliminer la fracture de stress. Puis une fracture de stress, ça apparaît pas one shot. Tu sais, c'est une douleur qui est persistante, mettons, dans le pied, une douleur qui persiste, puis qui serait probablement musculaire, puis une douleur qui continue, puis qui dure, puis que la personne continue de s'entraîner, puis à un moment donné, va changer en fracture de stress. Fait que si ça fait 3 semaines que tu as de la douleur au niveau de ton pied, c'est probablement pas une fracture de stress. Ça. Si tu as eu un impact quelconque, bon, ça sera pas une fracture de stress, ça sera une fracture, point. Peut-être bien d'aller consulter à ce niveau-là pour aller faire évaluer la sensation. Mais après ça, ce qui est le fun, c'est que, admettons que c'est une douleur qui est référée, qui part de plus haut, il y a moyen de réduire beaucoup de tension musculaire juste par des exercices d'étirement ou d'automassage avec le rouleau, la balle, avec ses propres mains en massant les muscles. Donc, peut-être envisager quelques étirements au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, au niveau du quad, au niveau des ischios, au niveau des mollets, parce que la douleur pourrait partir au niveau du mollet. Donc, il y a moyen de faire des autotraitements avant de penser à quelque chose de plus grave ou nécessairement aller consulter, aller passer des radiographies puis des IRM. Voilà, mon avis, ma réponse. Mais sans aller là, j'ai envie de dire aussi, un physio peut aider aussi pour ça. Là. Ben absolument. C'est la première ligne qui est accessible, les physios, beaucoup plus facile qu'un médecin. Généralement, là, les physios, tu peux avoir un rendez-vous relativement rapidement. Ce que je conseillerais, par exemple, c'est d'aller chercher un physio qui est habitué de travailler avec des coureurs. Il y a des cliniques qui sont un petit peu plus spécialisées, qui sont soit associées à des... je sais qu'il y en a qui sont associés à la clinique du coureur, justement, ou il y en a d'autres qui sont reconnus, sont réputés parce qu'il y a des coureurs dans le staff. Ça fait quand même une bonne différence, là. Moi, par expérience, c'est des gens qui vont comprendre un peu mieux. Puis, à base, oui, des coureurs, mais qui travaillent avec des sportifs. Souvent, hein, la recommandation ne sera pas la même. C'est dur d'arrêter un coureur. C'est dur. Fait que si tu dis, arrête 4 semaines, on verra si ça passe. Ouais, non, c'est pas la bonne réponse. Mais il va y avoir des physios qui vont être capables de travailler en gestion de la douleur. OK, si ça fait pas plus mal après qu'avant, OK, on va continuer. Puis, ils vont être capables de vous guider là-dedans. Fait que, n'ayez pas peur d'aller voir un physio qui vous dise d'arrêter de courir. C'est pas nécessairement ça qui va se passer.
Ben oui, effectivement. Puis, tu sais, j'aimerais ça aller un peu plus loin par rapport à cette douleur-là. Je me demande, tu sais, cette personne-là, ça fait combien de temps qu'elle court? C'est comme s'il y avait une période cruciale dans les 2 premières années où tout peut très bien aller pendant 6 mois, 8 mois, 1 an et demi. Mais on dirait qu'à un moment donné, parce qu'on augmente de façon graduelle, c'est rare qu'on reste avec le même volume ou la même intensité. On veut progresser. Puis c'est comme si à un moment donné, là, il y a comme un max qui a été atteint, puis le corps aurait besoin de poursuivre un peu plus longtemps à ce volume-là ou à cette intensité-là. Puis on continue d'augmenter. Puis c'est là que peut arriver les douleurs, les blessures, évidemment. Des fois, c'est juste la progression qui a été trop rapide. Tu sais. J'en lance une autre. Je viens de voir que dans l'événement où je suis inscrit, les écouteurs ne sont pas permis et ça me décourage complètement car je suis attaché à ma musique. C'est ma motivation pendant la course. Avez-vous des conseils? Ça m'étonne, ça. Hey, moi aussi. Pourquoi? Qui peut décider que tu ne mettes pas d'écouteurs? C'est très personnel. Ben oui. Dans quelque chose de... Tu sais, un groupe privé où tu veux... Je sais pas, moi, tu ferais une activité de team building avec des gens. Ben là, non. Pas parfait, là. C'est ça. Le but, c'est de se parler, de se voir, de prendre le temps de jaser. Mais dans un événement public, je la catch pas moi non plus, là. Ben, honnêtement, j'ai envie de dire, mets tes écouteurs pareil. Amène-les, puis mets-les un peu plus tard dans ta course. Là. Il n'y aura pas du monde qui surveille à tout bout de champ. Là. Puis d'après moi, il va y avoir des enjeux plus importants que ça pendant la course que regarder les oreilles du monde. Je pense aussi. Est-ce que c'est parce que c'est dans un circuit urbain puis qu'il y a un risque puis il faut entendre qu'est-ce qui se passe autour? Ben là, c'est supposé être balisé, c'est un événement. Ben, c'est supposé. Si c'est ça, auquel cas, peut-être vérifier avec des écouteurs, avec les oreilles libres. Je pense aux écouteurs à conduction osseuse, entre autres, qui s'appuient à l'avant, sur les os, à l'avant de l'oreille. Il n'y a absolument rien qui bouche l'oreille. Fait qu'on entend qu'est-ce qui se passe autour. Peut-être que si c'est ça l'enjeu, ça passerait. Puis sinon, ben, si vraiment, ben, j'aime ton idée, là, pars avec, puis tu les mettras plus tard. C'est quand même plutôt discret maintenant, les écouteurs sans fil, là. Il n'y a pas de... C'est sûr que si tu pars avec des gros... les beats qui te couvrent toute la tête, ça se peut que tu sois peut-être un peu plus visible, mais avec des petits écouteurs discrets, moi, je pense que ça va le faire. Puis sinon, ben, écoute, c'est l'occasion de trouver un partner, colle-toi sur un lapin de cadence, tu peux jaser avec ces gens-là. Souvent, en plus, autour des lapins de cadence, il y a souvent un groupe qui se forme. Tu vas trouver des gens, tu peux te mettre à jaser. C'est vraiment une bonne idée, ça. Ben oui. J'ai jamais suivi un lapin de cadence. Non. Faudrait que j'expérimente ça. Mais oui, c'est ça. C'est l'opportunité de courir avec des personnes qui courent à la même vitesse que toi. Mm-hmm. Fait que tu placotes puis tu essaies de passer un bon moment. Ouais, j'essaierais ça. Puis dans un événement, tu sais, je pense que c'est le moment d'essayer de courir, pas de musique. Il y a tellement de choses à voir. Il y a des gens, il y a du monde qui encourage, il y a des pancartes, tout dépendamment où ce que t'es, là. Mais non, garde-en une paire dans ta petite poche. Cache ça. Rebelle. Toi aussi. Ben, c'est pas être si rebelle. On s'entend qu'on parle pas de passer par-dessus une clôture pour piquer au travers puis faire une... Sauve un dossard. Ouais, c'est ça. OK, une autre question. Mélie, il y a quelque chose que je comprends pas. OK, je cours depuis juin seulement, mais j'ai essayé de sprinter 1 kilomètre pour voir à combien j'allais. Et j'étais à 6,16. C'est tout. Je comprends pas comment les gens font pour courir en bas de 6 minutes du kilomètre et en plus le tenir sur une longue distance. Est-ce qu'à la longue, je pourrais y arriver aussi? Est-ce que j'ai trop des petites jambes? Est-ce que de me muscler plus les jambes m'aiderait à courir plus vite? J'avais surtout l'impression que mes jambes n'arrivaient pas à pousser plus que ça. Quelle question pertinente, ouais. Je trouve ça. Je trouve que c'est une petite pépite. Allons-y. C'est moi qui passe ça. Tu commences. Ah oui. Je te laisse commencer. Ah oui. Oui, parce que je vais te laisser toute la belle théorie musculaire. Oui, je me lance. Premièrement, écoute, la première réaction que je vais te dire, c'est on s'en sac de ton temps. T'as-tu du plaisir à courir? Mais bon, mettons qu'on passe par-dessus ça, parce que je comprends qu'il y en a qui peuvent vouloir s'améliorer. On voit le temps, on dit, OK, je veux faire mieux, mettons. Mais oublie le 6 minutes-ish, là. Tu sais, ça veut rien dire. Mais c'est important de comprendre c'est quoi courir à 6 minutes du kilomètre. Ouais. Pourquoi il y en a qui courent à 6 minutes du kilomètre? Est-ce que c'est rapide ou c'est pas rapide? Je pense que cette personne-là s'est confrontée à « Ah, c'est tough! Voyons, c'est vraiment vite! » Puis là, tu te dis « OK, mais hey, tu peux courir encore plus vite. » Tu sais, c'est où qu'on se situe, puis pourquoi on court, pourquoi on en arrive à courir à 6 minutes du kilomètre? Pourquoi on part puis que ça court à 7,30? Ouais.
Excuse-moi, je me sens portée. Ben oui, hein. Ben, tu sais, c'est très, très, très subjectif, tout ça. Surtout au début, là. OK, tu commences à courir. Le premier objectif, c'est de pas te blesser, là. Mais tu pognes une vitesse X. On part à un point de référence X. Tu sais, moi, j'ai commencé à courir à ça, 6,30, là. Puis c'était pas si difficile. C'était difficile, cardio, puis tu sais, j'avais pas, mes muscles n'étaient pas bâtis, etc., là. T'étais pas bien. Ben, j'étais pas bien, mais tu sais, c'était ma vitesse pareille, là. Ouais. De départ, je courais à ça. Puis là, ben, OK, je faisais mes intervalles course-marche, puis tout ça, mais dans ma portion course, c'était pas mal ça, ma vitesse. Moi, quand j'ai commencé, j'étais à 7,30. OK. Puis dans des périodes de retour à la course, je n'arrachais, là. Puis c'était 7,45, puis 8. Juste pour faire un parallèle, là. Ouais, Quelqu'un qui dit, ah ouais, quelqu'un commence à 6,30, mais tu peux commencer et être à 8, là. Tout à fait, tout à fait. Puis, et je me rappelle, à un moment donné, ça faisait à peu près même pas un an que je courais. Puis, 1 an ou 2, ouais. Puis, j'avais travaillé avec les profs d'édu pour le grand défi Pierre Lavoie au cégep où on entraînait les jeunes. Puis, il y en avait un qui était un sale coureur, là. Il courait de l'ultra en trail. Puis, après un entraînement, il disait, hey, ça te tente-tu? Il dit, on va aller faire un bois ensemble, on va continuer. Puis là, il me dit, toi, c'est quoi ton pace? Il dit, à peu près 5,30. Oui. Hey, mais j'étais pas là pour vrai, là. J'étais plus autour de 6, là. Hey, j'ai rushé ma vie, là. Puis, tu sais, trop orgueilleux pour dire, ouais, c'était un peu vite. Fait que j'ai vraiment rushé à le suivre. Puis, tu sais, c'était le fun, c'est correct, mais j'aurais pas toffé longtemps, là. J'aurais été bien mieux de dire, hey, sais-tu, on va y aller à 6, je vais avoir plus de plaisir, finalement, avec toi. Puis, je vais en profiter plus. Mais bon, grand aparté sur le jugement autour des vitesses, là. On s'en sac. Tu trouves une vitesse à laquelle t'es bien. L'autre chose, c'est que, on l'a souvent dit, ça a l'air contre-intuitif, mais l'endurance va se bâtir à basse intensité. Fait que c'est pas à tout le temps courir plus vite que tu vas t'améliorer. Par contre, tu peux rentrer une séance d'intervalle, mais pas tous les fois, puis pas tous les jours. Mettons 1 fois par semaine, tu sors une séance d'intervalle, puis là, pendant tes intervalles, tu vas aller chercher ton 6 minutes 10, puis entre ça, tu vas marcher, tu vas ralentir. Par contre, le reste de ta semaine, tu vas le faire à vitesse vraiment plus confortable, vraiment plus lente pour bâtir ton endurance, laisser tes muscles se réparer, puis être plus fort. Puis ces petites séquences-là, même s'ils sont très courtes, puis durent, je sais pas moi, 7-8 fois 20 secondes, par exemple, ben tu vas améliorer quand même ta capacité. Fait que le but, c'est pas toujours de courir cut-off. Au contraire, là, tu travailles pas ton endurance, tu te brûles, t'as pas assez de récupération, fait que tu t'améliores pas. Fait que c'est plus de cette façon-là que ça se gère. Fait que, nonobstant le temps qu'on s'en fout, c'est très, très personnel, puis le but, c'est juste d'éventuellement t'améliorer. Moi, c'est ce que je lis dans le commentaire. Fait qu'oublie le chiffre. Le but, c'est de dire, OK, est-ce que je m'améliore, puis est-ce que je suis satisfaite? Ça, c'est le plus important pour moi. Puis après ça, le reste, ben, mon message général, c'est que c'est pas à pousser fort tout le temps qu'on s'améliore. C'est vraiment à doser puis le faire comme il faut. Toi, tu réponds quoi à ça? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une personne est capable de courir pendant 30 minutes à 6 minutes du kilomètre, puis que l'autre personne est juste capable de le maintenir pendant 3 minutes. Tu parles de la composante musculaire. Clairement, en début d'entraînement, quand ça fait que quelques semaines ou quelques mois que tu cours, les muscles, les fibres musculaires vont être différentes pour une personne qui vient de commencer qu'une personne que ça fait 6 ans qu'elle court. Donc, il va y avoir une adaptation au niveau musculaire à ce niveau-là, où le corps va devenir bon à courir. Donc, on devient efficace, plus efficace, donc capable de maintenir longtemps un certain niveau d'exigence. Après ça, il va y avoir aussi la composante neuromusculaire. En fait, c'est un influx nerveux qui est envoyé du cerveau aux muscles pour dire « je cours ». Donc, pour courir, c'est un influx qui ressemble à ça. Puis, au début, l'influx va être un peu plus diffus. Il va partir à gauche, à droite, puis OK, ça va être moins direct comme chemin, tandis que quand ça fait 6 ans que tu cours, le chemin est connu. Il y a on peut comparer à une route, à une petite route où on peut rouler juste 50 km/h, puis à une autoroute. Donc, à force de passer l'influx nerveux, ça va devenir une autoroute. C'est facile de circuler, ça circule rapidement. Donc, on devient plus efficace aussi à ce niveau-là. Mais il y a aussi toute la composante cardiovasculaire.
ou c'est la capacité de ton corps à transporter l'oxygène puis à fournir les nutriments à tes muscles pour être capable de courir longtemps à une certaine intensité. Puis ça, ces composantes-là vont s'améliorer avec le temps. Tu vas améliorer l'efficacité au niveau de ton cœur. Ton cœur va être plus performant, il va pomper le sang plus fort, par exemple. Pour chaque battement, il va y avoir plus de sang qui va être envoyé vers tes muscles. Après ça, il va y avoir une meilleure capacité à utiliser l'oxygène que tu respires, donc ta ventilation. L'oxygène va passer de tes poumons à ton sang de façon plus efficace. Après être passé de tes poumons à ton sang, il faut qu'il passe de ton sang à tes muscles. Donc, une capacité à extraire puis à utiliser l'oxygène. Ça vient faire un lien avec le VO2 max. Il y a un épisode complet là-dessus. En fait, il y a 2 épisodes sur le VO2 max qu'on a fait avec Maxime. Donc, ces composantes-là vont pas s'améliorer en dedans de 3 semaines. C'est sur le long terme. C'est une chose de travailler pour courir justement un 1 km le plus rapidement possible, puis courir des marathons. C'est pas les mêmes composantes musculaires, c'est pas les mêmes composantes cardiovasculaires, c'est pas les mêmes compétences, je veux dire, donc on va pas l'améliorer de la même façon. Puis comme tu disais, pour apprendre à courir longtemps, il faut courir longtemps, puis pour aller développer une vitesse, ça sert à rien de rester longtemps dans cette vitesse-là. Tu vas épuiser tes ressources, tu vas épuiser ton corps, ça va te coûter bien trop cher en récupération. Donc, chaque fois que tu vas avoir un début de progression, tu vas devoir récupérer trop longtemps, fait que tu peux jamais t'améliorer. Tandis que si tu y vas par intervalle, tu le demandes à ton corps, tu lui dis, regarde, faut qu'on court à cette vitesse-là. OK, on n'a pas les ressources. Le corps est une machine hyper intelligente. C'est comme, OK, elle s'enligne pour courir pendant 5 fois 1 minute à cette vitesse-là. Clairement, on a arraché. Faut qu'on aille produire des cellules musculaires, des cellules... bref, le corps va s'améliorer, va upgrader pour être capable d'atteindre ce que tu lui demandes. Mais ça aussi, puis il faut tenir compte des périodes de récupération. Si tu n'as pas de plan d'entraînement, s'il n'y a pas un spécialiste de l'activité physique qui te dit bon, ben là, ça prend X nombre de journées entre tes entraînements pour qu'il y ait une surcompensation, donc une progression au niveau de ton corps. Si tu attends trop longtemps avant de recourir parce que ça a été trop difficile, il n'y en aura jamais de progression. Tu vas toujours revenir à ton niveau de base, tandis que si tu respectes tes périodes de récupération, tu t'entraînes sur de la fatigue à certains moments, d'autres moments que tu récupères plus, il va y avoir une surcompensation, une progression. C'est là qu'on va arriver à courir. Puis tu sais, ça va être très progressif, c'est pas flagrant, là. Oui, au début, avec ce que je parlais de la composante neuromusculaire, où ce que les influx nerveux s'envoient de façon plus efficace, là, il va y avoir une progression qui va être vraiment plus flagrante au début. Mais après ça, c'est des secondes au kilomètre qui va démontrer d'une progression, puis ça peut être sur plusieurs années, de dire, voilà 2 ans, je courais à 7 minutes du kilomètre, puis là, je suis rendu, je cours à 6 minutes 30, tu dis, il n'y a pas tant de progression. Non, c'est quand même beaucoup de progression, là. Mais c'est à voir aussi si tu as envie de travailler de façon assidue avec un plan puis un entraîneur pour vraiment améliorer ta condition physique ou juste courir au pace du bonheur pour le plaisir. Puis il va y en avoir une progression parce que si tu travailles dans le plaisir, tu vas courir régulièrement puis veux pas, il va y en avoir une amélioration. Donc, ça sert à rien de se dire, moi maintenant, mon pace, c'est 6 minutes du kilomètre, alors je cours toujours à 6 minutes du kilomètre. Peut-être que ça peut fonctionner, mais si c'est vraiment désagréable, si c'est vraiment inconfortable, il y a beaucoup d'essoufflement, beaucoup de douleur. Si, mettons, immédiatement après ta course, tu as déjà de la douleur, probablement que c'est vraiment trop exigeant pour ton corps. Puis au final, tu fais juste te mettre tes propres bâtons dans les roues. Je reviens sur un point qu'on n'a pas traité, qu'elle a nommé, qui disait « Est-ce que mes jambes sont trop petites? » Ça, moi, je pense pas. C'est sûr que, tu sais, si on y va mécaniquement, là, c'est sûr que la foulée de quelqu'un de 6 et 4, sa foulée va naturellement être effectivement plus longue, mais elle prend plus de temps aussi. Il y a tout ça à calculer. Puis là, je voulais donner un exemple qui est une Américaine, qui est Des Linden, qui a gagné le marathon de Boston, littéralement, et elle mesure 5 et 1. Fait que c'est pas parce qu'elle a des grandes jambes qu'elle a gagné le marathon de Boston, c'est vraiment parce qu'elle a une technique et un entraînement incroyable. Effectivement. Puis souvent aussi, on a parlé justement avec Maxime, cette personne-là probablement un bon VO2 max, on a une bonne capacité cardiovasculaire, mais aussi une capacité à travailler à 80-90% de sa VO2 max, d'être vraiment à des seuils inconfortables. Un mental de fou aussi. Oui, carrément. Fait que ça prend plus un bon mental que des longues pattes.
Sujet qui a sûrement déjà été abordé et pas très glamour, je vous l'accorde. J'ai un vrai souci de caca, popo, constipation. Je n'ai pas envie avant de partir courir, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures avant. Par contre, je suis souvent obligée de m'arrêter pendant le trottinage, que je cours le matin ou le soir, c'est pareil. J'ai un 10 km de prévu, puis j'ai peur que ça me prenne en pleine course. J'ose vous demander, vous gérez ça comment? Merci de vos conseils et encore désolée pour cette problématique un peu taboue. Je suis tellement heureuse que tu poses cette question. Parlons caca! Non, mais c'est vrai, on n'ose pas en parler, mais je pense qu'on est vraiment plusieurs à vivre toutes sortes de trucs de ce côté-là. Là. C'est la diarrhée du coureur, c'est vraiment commun, là. Moi, je connais plusieurs personnes qui le vivent. Et puis, ça semble être multifactoriel, puis je pense pas qu'il y a une solution. Il y en a pour qui ça va être ce qu'ils ont mangé ou ce qu'ils n'ont pas mangé. Moi, je dirais que les fois où j'ai vécu ça m'est arrivé là, d'avoir des crampes et de vouloir me vider. C'est parce que je m'entraînais à trop haute intensité. OK. Ouais, ça m'est arrivé vraiment souvent. Ouais, OK, je pousse trop. Une sortie qui est supposée être chill. J'ai comme, mais non, pourquoi je pousse en fou, là? J'ai pas de plaisir, j'ai mal au ventre. Puis généralement, c'est ça, c'était toute la gestion. Là, c'est quoi la sous-composante? Je le sais pas. Mais généralement, quand je suis trop intense, ça, c'est ça. Fait que ça, c'est déjà peut-être un élément, tu sais, des sorties. Cette personne-là, elle les pousse peut-être trop. Puis elle travaille pas en endurance. Ce qui l'aiderait déjà pas mal. L'autre chose, au niveau de l'hydratation aussi. Chez certaines personnes, c'est un, des fois c'est l'autre. Prendre trop d'eau, comme on est là, t'es surchargé d'eau, ça brasse, ça peut créer un inconfort. Des fois, chez d'autres, ça va être l'inverse. Ça va être un manque d'hydratation. Puis les intestins sont des parois semi-poreuses, qui fait que là, ils essaient d'aller chercher comme toute l'eau qu'il y a dans le ventre. Puis ça crée vraiment des inconforts pour essayer un peu de flusher l'intestin. Ça, j'ai déjà vu ça aussi. Des gens qui se retenaient de boire, qui ne buvaient pas pantoute, puis que finalement, il y aurait un intérêt à le faire, pensant que c'est ça qui les nuisait, puis que finalement, c'était l'inverse. Il y avait aussi, il y en a pour qui c'est les électrolytes qui tolèrent pas bien, ou des marques ou des sortes d'électrolytes, fait qu'il y a ça qui peut être essayé. Mais aussi une autre hypothèse, ça serait que quand le corps a besoin de gérer quelque chose, ben il va arrêter de digérer, il va arrêter de s'occuper de cet organe-là, entre guillemets. Là. Donc ça peut être on est en train de tomber avec un coup de chaleur, comme tu disais, mettons, en déshydratation, un effort trop intense, donc les muscles sont tellement sollicitent tellement le système nerveux que le système nerveux fait que, OK, on va faire un shutdown à certaines places. Là. On va prioriser là où c'est vraiment difficile, un peu comme quand on est en hypothermie, où que le sang va se diriger vers les organes principaux, qui va risquer d'avoir des engelures au niveau des doigts, des extrémités. Donc, ça serait de regarder c'est ça, j'irais voir l'intensité de l'entraînement, l'intensité au niveau pendant l'événement. Est-ce qu'il y a différents types de sorties où est-ce que ça arrive moins? Donc, s'essayer, mettons, comparer 3, 5 kilomètres où t'en fais un avec normal, où ce que tu réfléchis pas puis que tu sais que ça va provoquer une envie d'aller à la toilette. Un autre moins intense, puis l'autre peut-être de profiter peut-être des effets d'un meilleur échauffement pour préparer le corps à l'effort qui va être demandé. Donc, peut-être que le système va être capable de gérer tous les systèmes en même temps. Fait que j'irais peut-être de ce côté-là. On va rester dans les caca. On va parler de pipi. Je débute la course et je me demande comment vous faites pour gérer les envies de pipi en marathon. Je me suis jamais rendue au marathon, mais j'ai souvent des enjeux de pipi. Il faut que j'y aille. J'y vais avant. Même sur le départ, là, des fois, c'est quelques secondes avant le départ. Je cours et je suis en train de remonter mes pens. Puis que je boive de l'eau ou que je boive pas d'eau, je vais y aller quand même. C'est un peu moins pire depuis que je prends des électrolytes, mais comme si, mettons, mon hydratation était meilleure, j'utilise plus l'eau que j'ingère, mais ça l'arrive quand même. Là. Fait que ça l'arrive que je m'en vais dans un... s'il y a des toilettes, je vais y aller avec les petites toilettes chimiques. Sinon, un petit arrêt pipi derrière un arbuste. Ouais, les gars, c'est quand même plus facile. Je l'ai fait à Ottawa cette année, justement, où moi aussi, je suis allé faire le dernier petit pipi de stress avant de prendre la ligne de départ. Puis après ça, je suis parti. Puis là, il y a une attente sur la ligne de départ, blablabla, on attend. Oh non, j'ai encore envie de pipi. Puis le temps d'aller aux toilettes. Je suis parti, puis pendant le premier kilomètre, je me demandais, je t'offre ça tout le long. Puis ça m'est déjà arrivé que ça passe comme si
corps va repuiser de l'eau dans la vessie. Je sais même pas si ça se peut ce que je dis là. Mais ça m'est déjà arrivé que ça passe. Par contre, c'est ça, après le premier kilomètre, j'ai vu qu'il y avait une espèce de bordure d'arbustes, puis j'ai vu 7-8 gars arrêter. Ah ouais, moi aussi. J'étais allé régler ça, puis le reste de ma course a vraiment été plus facile. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, là. Je pense que ça vaut juste la peine de prendre le temps d'arrêter. Sinon, mentalement, c'est très, très difficile à gérer une envie de pipi que tu peux pas assouvir. Fait que tu n'auras pas de plaisir pendant ton marathon si tu t'offres ça pendant 30 quelques kilomètres une envie. T'es mieux de prendre le 18 secondes que ça prend, d'arrêter, tu règles ça, puis tu repars. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais il existe aussi les urinoirs pour femmes qui peuvent être réutilisables, mais il y en a qui sont jetables. Donc, tu peux acheter pour une quinzaine de dollars. Tu as 10 entonnoirs comme en carton. Puis, tu peux faire ton pipi debout. Puis après ça, tu peux disposer dans une poubelle ou à la limite, peut-être regarder si c'est biodégradable là, si tu peux le laisser dans l'environnement. Justement, si c'est biodégradable, je serais willing pour ceux-là en carton parce que c'est un peu ordinaire de traîner ça ou de vouloir rincer ça pendant ta course. OK, t'as un petit sac puis tout, mais bon, c'est un peu déplaisant, là. Fait que Amazon, il y a ça à tester. Je pense que je vais le tester. Je vais faire le test pour vous, les auditeurs, puis je reviens là-dessus. On va débloquer un budget de recherche et développement. C'est ça. Tiens, j'en ai une autre question ici, justement. On l'a effleuré tantôt. Bonjour, dans le guide du coureur, ça mentionne des lapins de cadence. Ça fonctionne comment exactement? Ouais, c'est le fun. Vas-y donc. Tu l'as déjà fait, toi? Non. OK, pas officiellement, mais mettons officieusement pour quelqu'un. C'est toi qui déterminais le pace. Oui, moi je l'ai fait vraiment pour une personne, effectivement. Mais les lapins de cadence dans les événements, c'est pas tous les événements qui en ont, mais c'est rendu quand même assez répandu. C'est qu'ils vont avoir des gens qui sont attitrés à courir à une vitesse donnée. Puis généralement, ces gens-là vont être déguisés, là, soit avec des oreilles de lapin ou minimalement avec une pancarte qu'ils vont traîner tout le long. Puis sur leur pancarte, ou un dossard particulier, mais c'est généralement très visible. Il va y avoir un temps qui est fixé. Fait que, exemple, tu dis, moi, je veux faire mon demi-marathon en 2h30. Il va y avoir un lapin cadence de 2h30. Puis tu te colles à lui, tu le suis. Puis, techniquement, c'est une personne qui est expérimentée. Tu sais, généralement, c'est quelqu'un qui va courir son demi-marathon en, 1h50. C'est pas quelqu'un qui le court en 2h30 d'habitude. Fait qu'il prend des gens expérimentés qui vont aller chercher un pace qui est en contrôle pour eux. Puis là, sont un peu responsables, si on veut, de vous faire arriver à ce temps-là, à faire arriver le groupe. Puis je dirais qu'il y a des lapins qui sont plus populaires que d'autres. Tu sais, je te dirais, mettons, 2 heures sur demi, là, tu sais, c'est comme un temps que plein de monde veut le faire. Fait que généralement, c'est un lapin de cadence qui est populaire puis il y a pas mal de monde autour. Il y a, dépendamment, là, ça se décline de différentes façons. Il y en a que ça va être aux 10 minutes. Tu vas avoir, mettons, 2h30, 2h20, 2h10, 2h, 1h50 ou de toutes sortes de moutures comme ça. Et il y a même à Ottawa des lapins de cadence. Exemple, tu aurais un 2 heures course puis tu aurais un 2 heures course-marche. Ça, il y en a aussi. Fait que eux, le lapin de cadence va gérer qu'on court pendant X temps, on marche un peu. On court pendant X temps, on marche un peu. Mais ce qui est nice, dans le fond, d'un lapin de cadence, c'est que tu le laisses gérer ta course. Tu n'as pas besoin de te soucier de « Hey, je suis parti trop vite, je suis parti pas assez vite, je suis correct, on arrive-tu dans un temps, faut-tu que... » Fait que tu fais juste filer la vibe, tu le suis. Puis l'autre affaire cool, c'est que, justement, il y a un groupe qui se ramasse autour, peut faire des connaissances, jaser avec le monde, ça divertit, ça occupe l'esprit pendant ta course. Je veux qu'on continue de parler de ça, mais je rajoute une question là-dedans. J'ai une question. Lors d'un marathon, faut-il essayer de garder le même rythme sur toute la course ou même mettre plusieurs rythmes différents car dimanche, je fais tel marathon. Je me posais la question, comment gérer ma course sachant que j'ai un objectif de 3h15? Ça serait-tu comme, peu importe le temps qui est écrit là, 3h15, 4h, est-ce que ça serait mieux de suivre un lapin ou qu'est-ce que tu nous dis? Moi, je vais utiliser le temps, par exemple, parce que 3h15 sur marathon, moi, ça me dit que c'est quelqu'un normalement très expérimenté. Mm-hmm. Ou qui est tombé dedans quand il était petit, là, mais c'est excessivement rapide. Fait que normalement, avec l'expérience comme ça, tu es capable de te connaître un peu plus puis de savoir c'est quoi le feeling de courir à telle pace, tu sais. Je suggérerais pas la même stratégie à un débutant qu'à quelqu'un de très avancé. Quelqu'un qui se connaît très bien, ce que je vais lui dire, c'est tu vas aller regarder le profil de dénivelé de la course que tu t'en vas faire. Puis, je pense à, mettons,
Boston, justement, qui est en légère descente tout le long, mais qui a une sale côte à la fin qui tue tout le monde. Mais tu sais, faut que tu saches, s'il y a un objectif de temps comme ça, important, ben ça veut dire que faut que tu le prévois que je vais avoir une côte à monter dans ton énergie, dans ton pace, que ton muscle soit encore viable rendu là. Tu sais, si tu t'es torché puis t'as poussé trop fort tout le début, tu vas arriver dans la côte, tu vas vouloir mourir ta vie. Fait que pour quelqu'un de plus expérimenté, moi, ce serait ça. Va voir ton profil de dénivelé, regarde la course se décline comment, puis gère tes temps comme ça. C'est pour te garder du jeu dans des montées, puis de voir des petits temps de repos, si on veut, là, dans des descentes, s'il y a quelque chose de vraiment franc dans le tracé. Mais le lapin, lui, il prévoit tout ça? C'est une bonne question, je ne sais pas. D'après moi, je ne sais pas à quel point ils ont une commande, le lapin, ou c'est chaque lapin qui fait comme il l'entend. Qui s'organise pour faire la course dans ouais, c'est ça. Okay. Honnêtement, je ne le sais pas. OK, bien d'abord, je te pose une autre question. Je ferai mon premier marathon. Telle date, j'ai une question pour vous. J'ai lu que le negative split est la meilleure chose à faire, mais je lis aussi que c'est peu réaliste comme coureur amateur de faire le negative split, surtout pour un premier marathon. Ceci étant dit, devrais-je juste essayer de courir du début à la fin au pace que je me suis entraîné? Ben tu vois, moi, je suis pas d'accord dans l'optique où du negative split. Moi, je suis très amateur de ça, premièrement, parce que je trouve que ça te procure une marge de manœuvre. Le negative split, ce que ça dit, c'est que, fondamentalement, la théorie dit que chaque kilomètre est un peu plus vite que celui d'avant, fait qu'on part plus conservateur pour finir fort, finir très rapide. Par contre, là, après ça, il y a plein de déclinaisons. Moi, j'aime bien dire, mettons, comme dans le cas qui nous occupe là, sur un marathon, tu te réévalues à peu près aux 5 km. Fait que tu fais ton premier 5 à une vitesse un peu plus lente que ta vitesse cible, pour l'augmenter graduellement à chaque 5. OK, ça va-tu bien? Oui, parfait, je vais accélérer un petit peu. Fait que tu finis fort. Mais moi, je trouve que c'est encore plus pertinent pour un amateur. Dans l'optique où, justement, tu as cette marge de manœuvre-là. S'il arrive quelque chose, s'il arrive un pépin, si tu dis, finalement, c'est difficile, je vais rester à ma vitesse un peu plus lente, puis tu vas le finir. Si tu es parti à ta vitesse cible, puis tu casses après 15 à 18, 28, c'est très difficile de te relever. Alors que si tu es parti conservateur, puis tranquillement, tu accélères, tu accélères un peu moins si ça va pas bien, tu n'accélères pas. Ou tu accélères un peu plus si ça va très, très, très bien, puis tu pousses un peu plus. Mais tu as du jeu. Tu sais, au lieu de juste casser puis dire « Ouais, ma course est scrap, j'ai pas eu de fun. » Toi, t'en penses quoi? Ben là, j'ai des questions. Dans le fond, là, je me demande, le lapin, vas-tu faire ça aussi? D'après moi, ça va être plus des gens qui vont y aller de façon constante, je te dirais. Là. Ouais, hein? Ouais. Parce que les gens doivent devenir insécures. C'est comme, OK, mais ça, on va passer vite, fuck off, on va clencher le lapin, tu sais. Ouais. On a-tu fait le tour du lapin? Oui. Et une question super intéressante. J'ai mon premier demi, je suis le programme X. J'aimerais comprendre pour quelles raisons il faut à ce point diminuer les durées et l'intensité des dernières courses dans les semaines 11 et 12. Ce que je comprends, c'est les 2 dernières semaines. Ça me semble contre-intuitif, comme si toute la préparation faite me donnait justement envie de courir plus et plus longtemps. Besoin de vos lumières. T'entends là-dessus avant? Ça, c'est un petit bijou de question, ouais. En fait. On a parlé un petit peu de surcompensation. Donc, l'idée pour préparer notre corps, pour améliorer notre condition physique, nos compétences pour courir, c'est de créer une fatigue, mais de façon intelligente. Donc, on a besoin d'une certaine récupération. Cette récupération-là va être faite entre chaque entraînement. Mettons, on va dire, OK, on va prendre un 24 heures de récupération complète entre 2 entraînements. Mais il va quand même y avoir une progression au fil des journées, au fil des semaines. Donc, on a une surcompensation. On vient épuiser le corps. Mettons, là, c'était sur 12 semaines. Par exemple, après 3 semaines, probablement qu'il y avait 1 semaine de récupération où il y avait encore de la course, il y avait encore un peu de volume, mais il y en a moins. Donc là, on vient laisser le temps au corps de développer ses ressources pour atteindre l'exigence qu'on lui demande. Ensuite, on repart plus en intensité ou plus en volume selon ce qui est travaillé. Rendu à la 11e, 12e semaine, on veut une très grande récupération pour, on appelle ça l'affûtage. Donc, il va y avoir vraiment une grosse récupération. Il y a du repos, il y a une grande fatigue qui est installée au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire. Peut-être qu'on le sent pas, on se sent fort, on se sent performant parce qu'on a fait des distances ou des intensités qu'on n'a jamais atteintes, mais le corps
a besoin de récupérer, il a besoin de refaire ses réserves, il a besoin de réparer tout ce qui est micro-déchirure musculaire. Puis comme ça fait 12 semaines qu'on s'entraîne, ce qu'on dit au corps, c'est « OK, elle s'enligne pour courir cette distance-là, puis elle n'arrêtera pas. Faut qu'on s'améliore. » Mais là, à force de s'entraîner, on s'épuise. Donc, en prenant cette pause-là, on permet avec une bonne alimentation, un bon sommeil au corps de régénérer puis développer des cellules musculaires supplémentaires. Après cette période d'affûtage-là, tes muscles sont reposés, t'as plus de courbatures, il y a un niveau d'énergie vraiment, comme tu dis, t'as juste ça, envie d'aller courir, puis je me sens de même. En ce moment, j'ai eu une semaine complète de récupération. J'ai hâte d'aller courir, là, ça me démange. Il me semble que ça va bien aller. Mais c'est ça. Si, tu sais, mettons que tu respectes pas cette période de récupération-là, tu vas être capable quand même de courir ta distance, mais tu vas ressentir une plus grande fatigue. C'est vraiment le fun, après une période d'affûtage, d'aller faire son événement. C'est comme, t'as l'impression de flotter, de voler. Moi, une manière d'expliquer la surcompensation de façon imagée, c'est par rapport à, mettons, l'hypertrophie. Les gens qui veulent se gonfler les muscles vraiment de façon importante, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une déchirure littéralement au niveau musculaire. Là. On est full raqué. Là, les gens vont aller volontairement là, forcer tellement fort que le muscle déchire. Mais après ça, l'important, c'est de le laisser se réparer. Puis quand il se répare, il devient plus gros. S'il a déchiré, il se répare encore plus gros. Puis là, le muscle grandit. Mais c'est exactement le même concept au niveau de la course. Le concept de surcompensation, c'est ça. C'est que quand tu as fourni un effort, il faut que tu laisses ton corps se reposer pour s'améliorer, finalement. Puis quand tu parles de déchirure, là, quand tu fais de la muscu, c'est des micro-déchirures. Ouais. Pas de... Ça fend en deux, là. Ouais, c'est ça. Crac! le monde sont comme, voyons, je m'entraîne pas assez fort, ça déchire pas. non. Oui. Et non, pour vrai, si vous allez là, faites ça de façon supervisée, là. C'est pas improvisé, tout ça. L'autre chose, c'est que dans cette semaine-là, justement, on a le goût d'en faire plus et ce n'est généralement que du risque qu'on ajoute. Oui. Tellement de gens que je connais qui ont dit « Ah, je vais en faire un autre petite, il me semble qu'il m'en manque une. » Puis que dans cette course-là, il arrive un pépin, il se blesse. Ça peut être banal, là. Ça peut être tu piles sur une roche, ça peut être « Regarde, t'es prêt, arrête, repose-toi. » Tu as plus de bénéfices à ne pas courir qu'à en faire une de plus. Ton repos va être beaucoup plus important. Ben justement, tu parles piler sur une roche. Il y a une fatigue musculaire qui s'est installée, comme un étirement au niveau des ligaments. Là, tes articulations sont beaucoup plus lousses. Il y a pas eu cette surcompensation-là, parce que la réparation de toutes les structures n'est pas complète. Donc, tu peux arriver justement, tu piles sur une roche, puis tu te foules une cheville. Tu fais comme, voyons donc que je me suis foulé une cheville, j'ai pas l'habitude de me fouler. Oui, mais toutes les structures sont super étirées, puis tu laisses pas le temps de récupérer. C'est voulu, mais c'est dangereux. Puis à un moment donné, il faut récupérer, il faut aller chercher cette récupération au niveau des structures. La surcharge en glycogène 48 heures avant le marathon, comment vous fonctionnez? Vous intégrez beaucoup de glucides à chaque repas, pain blanc, pâtes, pour mettre toutes les chances de son côté. Je trouve ça le fun que quelqu'un pose la question. Si tu n'as pas nécessairement de plan alimentaire pendant ta préparation, par exemple que tu n'as pas coupé au niveau des glucides, justement, il y a pas tant besoin d'avoir une surcharge pour refaire les réserves de glycogène. Dans ton alimentation, naturellement, tu vas les refaire, tes réserves de glycogène. C'est sûr que là, si tu coupes les glucides pour justement vider complètement tes réserves dans le but d'en créer des nouvelles ou de pouvoir justement surcompenser, ben là, ça va être important de refaire tes réserves de glycogène. Mais si tu viens juste d'y penser, 4-5 jours avant ton marathon, quelqu'un te dit « Ouais, tu recompenses-tu tes réserves en glycogène? » Va pas jouer là. Viens pas changer ton alimentation 3 jours avant ton marathon. D'après moi, tu vas plus en souffrir qu'autre chose. Mais mettons que tu as fait un plan alimentaire. Toi, tu suggérerais quoi comme surcompensation en glycogène? Ben moi, ce que j'aimais bien faire, justement, si justement tu te limites un peu au niveau des glucides, tout ça, parce que là, je vais faire du lien avec la question de juste avant. Dans la semaine avant, j'aime ça aller faire une petite course, là. Mettons 4 jours avant mon événement, là. Parce que moi aussi, si j'arrête trop longtemps, là, on dirait que je me demande si je sais encore courir, là. Là, ça me joue dans la tête, puis je vais en faire une petite. Fait que je vais aller faire une petite sortie de course pour un peu vider mes réserves. Mais tu sais, c'est pas quelque chose de très long. C'est, mettons, là, pour un marathon même, là, je retirais pour un 6-7 kilos gros max. Là. Je vais aller faire une petite course comme ça, vider mes réserves, 4 jours avant. Puis après ça, là, je vais intégrer un peu plus de glucides dans mon alimentation. Mais tu sais, j'essayerai pas des nouvelles choses, encore une fois. Là. Ça va être
Oui, patates, pain, pâte, une bonne dose au beurre de peanut, là. Ça, c'est bon. Puis, fait que je vais juste pas me restreindre au niveau glucides, mais pas de là à me garrocher dans un plat de jujube, là, pour autant. Là. Ça pourrait être ça. Tu sais, je veux dire, si mettons, t'as déjà testé tes jujubes puis que tu les gères bien. Ah, mais il y a un bout, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas de sang, excuse, je veux dire, c'est pas s'empiffrer. Non, c'est ça. C'est ça. T'augmentes un petit peu ton apport glucidique, mais c'est pas de s'empiffrer. C'est le seul point. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est de pas être, c'est d'arriver le matin de la course, puis de pas être obligé de prendre. Il y en a qui se réveillent, genre, tu sais, quand le marathon qui commence à 7 heures, là, ils vont mettre le cadran à 4h30 pour manger un gros déjeuner, pour être sûr de l'avoir digéré un peu avant d'arriver à sa ligne d'arrivée. Ben, généralement, moi, d'avoir une bonne alimentation les 3 jours avant, puis un petit peu plus fort en glucides, ben, j'arrive le matin, puis je mange pas tant que ça le matin de mon marathon. Fait que je pars pas gonflé ou avec justement de l'énergie à investir, à digérer. Exact. Puis je me sens quand même plein d'énergie. Mais justement, la stratégie des jujubes ou des sucres très rapides, juste à la ligne de départ, ça pourrait être une option. Ça vient pas surcharger l'estomac. Absolument. Effectivement, je suis plus aussi pro... on va partir ça, la bédaine léger, parce que c'est vraiment plate, des enjeux intestinaux pendant une course. Là. Arc, ça te scrape un mental. Là. Qui court tôt le matin ou tard le soir? Tu en as parlé un petit peu tantôt. Qu'est-ce que vous utilisez pour vous faire voir? J'ai couru très tôt ce matin et j'ai failli me faire frapper par un gars pick-up un peu trop pressé d'aller chercher son café au Tim. Oui, là, c'est ça, les journées raccourcissent. Il va faire noir plus tard le matin, il va faire noir plus tôt le soir. Puis des fois, on va partir à la même heure que d'habitude, puis oups, il se met à faire noir pendant notre sortie de course. Les bretelles, c'est vraiment un must. C'est les voitures qui t'illuminent au final. Là. Ouais. Et j'aime bien aussi la lampe frontale que je ne mets pas dans le front parce que c'est vraiment insupportable de courir avec une lampe dans le front. T'as mis où? Ben, souvent, je vais l'accrocher après mes bretelles. Ou sinon, il y a des lumières que je viens pincer après mon sac d'hydratation. J'aime ça d'en mettre une en avant puis une en arrière. Parce qu'une lampe frontale, effectivement, faut l'essayer. Les lampes, mettons, je veux dire, c'est plus vieille ou tu sais, c'est un gros truc à l'avant, que la batterie est là aussi. C'est pas cool, là. Ça brasse, ça fait juste te brasser dans le front, puis il n'y a pas de plaisir, là. Il y en a maintenant qui sont beaucoup plus petites, fait qu'on les sent moins, ils sont plus légères, ou même que le pack de batterie est à l'arrière, fait que ça vient un peu balancer le poids, c'est beaucoup moins épais. Mais les nouvelles lampes, justement avec des LED, là, les batteries peuvent être beaucoup plus petites, moins oui, lourdes. C'est ça, c'est rechargeable, c'est moins, ouais. C'est moins lourd. Oui, ça c'est pas mal mieux parce que si vous faites juste sortir votre vieille lampe frontale, là, puis mettez ça dans le front, puis que ça ballotte, il n'y a pas de plaisir, là. C'est pas cool. Il y en a aussi qui s'installent, tu dis, sur ta veste d'hydratation, mais il y en a qui sont des bretelles avec littéralement une lampe intégrée à la poitrine. Ça, c'est cool aussi parce que ça ballotte moins. Par contre, si vous tournez la tête, ça éclaire devant vous. Là. Ça éclaire pas où tu regardes. Dans tes lampes frontales, mais si tu tournes ta tête, ça éclaire où tu regardes. Ouais. C'est déplaisant quand tu cours avec du monde parce que quand tu regardes, tu les éclaires. C'est aveugle, ouais, c'est ça. T'es aveugle directement dans les yeux. Sinon, les bretelles, t'as raison. Moi aussi, c'est mon option maintenant. Si c'est dans des rues éclairées, t'as pas besoin nécessairement de ta lampe. Ouais. Par contre, les bretelles, ben, quand les lumières des voitures reflètent dessus, c'est très brillant. Là, ils peuvent pas vous manquer. Sinon, il y a des espèces de petits brassards aussi, soit avec des bandes réfléchissantes ou des lumières qui flashent. Moi, ça, j'avais ça, des petits LED qui flashent sur mon bras. Puis généralement, je le mets du côté de la rue, pas du côté du trottoir. Ouais. Fait que, les voitures le voient peut-être un peu mieux. Là. Ouais. On peut y aller avec des lumières de Noël. Non, mais tu sais, tu peux y aller de façon plus colorée, là, avoir du plaisir, là, quelque chose qui flash un peu plus, là, des trucs légers. Des light sticks, c'est moins écologique. J'ai envie de dire, tu sais, même si c'est éclairé les rues chez vous, prenez pas pour acquis que les gens vous voient bien, là. Tu sais, t'es habillé de façon sombre. Non, on le voit pas nécessairement, là, quand on est des conducteurs, là. Fait que je pense que c'est important de mettre au moins des couleurs flash, des bandes réfléchissantes, des lumières. Puis en cas d'urgence, admettons qu'il se met... L'autre fois, ça m'est arrivé, il s'est mis à faire noir. Puis c'est comme, OK, je suis pas sur le point d'arriver, ben j'ai allumé la lampe de poche de mon cellulaire, je l'ai mis dans ma poche de la veste d'hydratation, comme tu disais, côté de la rue. Puis au minimum, là, les gens voyaient qu'il y avait une petite lumière qui se promenait sur le bord du chemin, là. Mm-hmm. Mais ouais. Puis, tu sais, pour ceux que ça gêne là, de mettre des bretelles, je vais avoir l'air nono, là. Ben, t'as peut-être mieux d'avoir l'air nono un peu puis de pas être mort. Effectivement. Mais de toute façon, tu sais, comme coureur, on les voit, les coureurs, là, quand on est dans nos véhicules. Puis moi, je porte pas attention à comment la personne est habillée, pour vrai, là. Des fois, je vais regarder le patron de course. Ah j'avoue. ouais. Mais pas comment que la personne est habillée.
Ah, tiens, une autre qui fait un peu de lien avec un commentaire que tu viens de faire. J'ai mon premier 10 km bientôt. Je suis pas pire avancé. Je fais 10 km avec 3 minutes de marche entre le 7 et le 10e. Il arrive proche de son 10. Mais je suis vraiment fatigué et surtout en perte de motivation. Mon corps semble avoir besoin de repos si proche du but. Quels sont vos conseils? Repose-toi, vierge. Oui. D'abord, j'aurais dit la récupération, c'est important de la planifier tout au long de l'entraînement. Il y en a des personnes qui ont leur plan d'entraînement, puis là, ils voient la semaine de récupération, c'est ben voyons, je cours moins de kilomètres cette semaine. Ah, je vais la sauter. Erreur. Cette récupération-là va être super importante, justement pour pas arriver à la fin de son plan d'entraînement puis d'être super épuisé. Déjà, quand tu te dis, hey, il me semble que là, je suis fatigué, tu peux t'offrir une semaine là avec cette fatigue-là, mais c'est le signe là, qu'il faut prendre une bonne récupération. Puis une bonne récupération, ça sera pas nécessairement juste 48 heures. On peut y aller, faire des petites sorties quand même, réduire le volume, réduire l'intensité. Mais tu sais, je l'ai vécu la semaine passée, j'étais supposée d'avoir une course de plus. Je l'ai pas faite. Tu sais, ma montre me le disait, mon corps me le disait, tout me le disait. Ça aurait été vraiment inutile d'aller courir une sortie de plus là, juste pour aller voir si finalement j'étais capable de courir. Non. T'es bien mieux d'aller récupérer, d'aller bien dormir, d'aller bien manger. Ça sert à rien d'aller faire un événement en pleine fatigue, là. Ben non, c'est ça. Mais on est tous de même pareil, là. Tu sais, là, un homme, j'arrive presque. Ben pour vrai, là, si tu te reposes bien, tu vas le faire en ton événement. C'est ça. Fais confiance. Ben oui. Parce que c'est vrai, là, tu sais, si tu fais... Tu sais, tu le fais ton 10, il reste juste 3 petites minutes de marche. T'es rendu, là. Tu sais, on court pas un marathon pour aller courir un marathon, là. T'arrêtes un nombre fixe de kilomètres avant, là. Même chose pour le demi, même chose pour le 10. T'es capable de courir 7-8, t'es capable de faire 10, là. Le jour de l'événement. Ben oui, avec le hype puis avec une bonne récupération. C'est clair. Clairement. C'est clair. Non, c'est pas à négliger l'énergie qu'on a le jour de l'événement, là, avec tout l'émerveillement autour de ça, les gens, c'est fabuleux comment ça donne du gaz. Hey, c'est fou, là. Puis pour finir, ben dans le fond, c'est un coureur qui offrait un conseil super pertinent, puis j'approuve et je vais y aller d'un résumé. Avant vos courses, avant vos événements, c'est pas le temps d'essayer des nouvelles affaires, même si il vous sort la meilleure bébelle ou le meilleur outil, le meilleur gel, la meilleure collation, c'est pas le temps de l'essayer lors d'un événement. Tu risques de te ramasser aux toilettes, tu risques de ramasser avec des ampoules, avec des douleurs, peu importe, là. La clé, c'est de pas essayer de quoi de nouveau. Puis dans le commentaire, justement, la personne dit qu'elle jasait avec quelqu'un qui s'était qualifié au marathon de Boston avec un temps de 2h45, puis qui avait vu un super gel à l'expo la veille, qui s'était fait vendre ça, qui a essayé ça, puis qui finalement a fini son marathon en haut de 5 heures. Fait que c'est 2 fois plus haut que son objectif, juste parce que tu as voulu tester quelque chose de cool que tu as acheté la veille. C'est poche, là. C'est poche, là. Tu viens scraper tout ton événement pour pas grand-chose. Fait effectivement, c'est pas le temps de mettre des nouveaux souliers, c'est pas le temps d'essayer des nouveaux bas, nouveaux gilets. Je fais un petit retour, je vous ai dit au début, hein, ma course de pluie cette semaine. J'avais pas pensé à mon gilet. Ah non. Non, ça a été un petit peu dur sur les tétines. C'est quand je suis rentré dans la douche, après, c'est vrai, quand il pleut, faut pas que je mette ce gilet-là parce que ça vient râper un petit peu. Fait que ça aussi, choisir votre linge lors des événements. Encore une fois, pas essayer de quoi de nouveau, prenez de quoi que vous savez qui va bien. Même chose, surtout au niveau de la nutrition. Moi, je dirais souliers nutrition, c'est les 2 plus grands points plus importants. C'est pas le temps d'introduire quelque chose de nouveau. Ben, les vêtements aussi, j'ai envie de dire, des leggings, tu prends, mettons, tout le temps les mêmes paires de leggings, puis là, t'en achètes une nouvelle paire, puis ils sont comme 2 cm plus courts, puis là, les cuisses te frottent tout le long de ta course. C'est vraiment ordinaire. Fait d'y aller avec des vêtements confortables, les tester pendant les sorties de course, puis peut-être pas nécessairement tester tout en même temps, tu sais, pas une journée, bon, je vais tester le gel, les bas, les souliers, puis le haut. Si ça n'a pas bien été, puis tu sais pas trop pouvoir. C'est sûr que là, le gel, tu te doutes que c'est les problèmes gastro-intestinaux, là, mais tu sais, mettons, ça t'a joué sur le mental parce que ça frottait entre les cuisses, puis en plus, tu as eu un petit peu mal au cœur. C'est-tu parce que, bon, t'étais justement pas dans les bonnes dispositions? C'est quoi qui a nuit à ta course? Ben là, il va falloir que tu les réessayes par après, puis prendre des notes, là, vraiment, c'est important. Puis noter les conditions météorologiques, les conditions, à quel moment t'as couru. T'as-tu couru le matin? T'as-tu couru le soir? C'est-tu après une journée de travail ou après une journée de fin de semaine avec les enfants? Qu'est-ce qui gruge plus d'énergie ou moins? Qu'est-ce qui gruge du mental? Dans quelle disposition t'es capable de pousser un peu plus longtemps, puis d'autres pas? Le cycle menstruel aussi, tu sais, c'est à considérer. C'est facile au moins de l'estimer. Tu vas être au début de mon cycle,
pendant mes règles, au milieu de mon cycle, de voir à quel point ça peut jouer sur le mental, sur le physique. Y a-t-il des douleurs? Si je cours pendant que j'ai mes règles, est-ce que je me tamponne, une serviette sanitaire, un Divacup? On a parlé de caca, de pipi, pourquoi pas parler des règles, mais c'est quand même à considérer là, pour les femmes. Ça sera pas le même enjeu de courir avec puis sans. Ça, puis tu décides pas si t'es ce jour-là ou pas, ça arrive. Ça va arriver, effectivement. Puis, tu sais, mettons, dire, OK, ben là, j'ai un événement, ça me tente pas d'avoir mes règles, je vais prendre ma pilule en continu, mais tu l'as jamais faite. C'est peut-être pas le moment de l'essayer, faut peut-être l'essayer avant. C'est d'évaluer les risques, hein, en fin de compte. Ah oui. T'avais-tu une plug pour les auditeurs, Bill? Non, moi, j'ai rien de spécial cette semaine. Toi, avais-tu quelque chose à plugger? Oui, je voulais plugger la compagnie Craft. Dans le fond, c'est ça, je voulais explorer les souliers avec la plaque de carbone. J'étais allée en ligne, j'ai commandé une première paire de souliers. Puis là, c'était pas la bonne grandeur, ça faisait pas. J'en ai recommandé une deuxième dans l'idée de retourner la première, puis c'était encore pas la bonne grandeur. Ça fitait pas. Donc, j'ai demandé un retour, mais j'ai pas catché que le soulier était en solde, puis le retour était pas possible. Puis, on va se le dire, là, des souliers avec une plaque de carbone, c'est assez dispendieux, même si c'est en solde. Pour vrai, le gars du service à la clientèle a été vraiment fin. Tu sais, j'ai insisté un petit peu. Bon, ils ont accepté finalement de faire un retour. Donc, je trouvais ça vraiment important de le mentionner. Là, pour vrai, j'ai eu des réponses rapides, des réponses en français. Il y a un super bon service à la clientèle. Mais tu vois, il y a Coach Frank qui a quelques épisodes a plugué Craft aussi pour un excellent service à la clientèle. Fait que je pense que c'est pas t'es pas la seule là. Je pense que ça doit être leur renommée de faire ça, d'avoir un bon service. Puis tant mieux, bravo à eux. Puis justement, tu sais, hier, on est allé à la maison de la course. Je voulais en essayer, mais il y en avait pas avec la plaque de carbone de disponible en boutique. J'aurais vraiment aimé ça. J'ai dit que j'avais pas de plug, c'est pas vrai, j'en ai une. Ça va être Martine à la maison de la course que j'ai parlé au début. Puis ça fait du lien sur justement ceux qui vendent juste en ligne. Sincèrement, d'aller en boutique spécialisée comme ça puis d'avoir un service, ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Puis aujourd'hui, justement... Ah non, c'est demain. Demain, elle va courir son marathon. Oui. Elle pourra pas entendre notre message avant son marathon, mais on lui souhaite un excellent marathon. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Hey, bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe. Hey, Coach Isa, il y a Élise qui se demandait, ça veut dire quoi, Io? Isabelle, hostie.